Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Et nous commencerons par la situation à Sirte en Libye où l'offensive contre l'organisation de l'État islamique est de plus en plus sanglante. Les forces gouvernementales libyennes ont perdu une trentaine d'hommes lors des récents combats. Au Nigeria, le prix de l'essence n'a toujours pas baissé et ceci ouvre la porte aux raffineries illégales et à la revente au marché noir. Mais les autorités font tout pour lutter contre ce trafic. Reportage de nos correspondants à suivre dans le delta du Niger. Et en fin de journal, nous vous emmènerons découvrir la musique du groupe Sangoy Blues. Ces artistes maliens ont fui leur pays après l'arrivée des extrémistes religieux. Depuis, ils veulent véhiculer un message de paix. Les forces pro-gouvernementales libyennes ont connu leur journée la plus meurtrière à Sirte. Une trentaine d'hommes sont morts dans des combats engagés contre l'organisation de l'État islamique. Depuis début mai, les combattants ont lancé une offensive pour reprendre la ville. Nicolas Germain. La plupart de ces hommes qui luttent à Sirte contre l'organisation État islamique viennent de Misrata. Ils soutiennent le gouvernement d'union nationale qui a l'appui de l'ONU. L'opération visant à reprendre Sirte a débuté il y a un mois. Les forces pro-gouvernementales ont rapidement repris du terrain. Mais à présent, les djihadistes sont retranchés dans le centre-ville et n'hésitent pas à lancer des attaques suicides. Ce mercredi, les loyalistes ont déclaré avoir perdu plus de 30 hommes lors des combats de la veille. Ce fut l'une de leurs pires journées. Sur ces images, on voit que des djihadistes ont aussi été tués. Il y a 2 ans, le groupe État islamique avait profité du chaos en Libye pour prendre plusieurs villes. Mais il a eu du mal à garder le contrôle de ces zones. Son fief est désormais Sirte, la région natale de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi. Le groupe a pris la ville l'an dernier et en a fait sa base principale en dehors de la Syrie et de l'Irak. Et c'est bien pour cela que les forces loyalistes s'acharnent à remporter la bataille de Sirte. En Afrique du Sud, 2 morts sont à déplorer à Pretoria suite aux violentes manifestations de ce mardi dans la capitale sud-africaine. Les habitants protestent contre le parachutage par l'ANC d'une candidate à la mairie au lieu de reconduire le maire sortant. Moïse Katumbi est condamné à 3 ans de prison pour la vente illégale d'un immeuble à Lubumbashi et il est également condamné à payer $1 million de dommages et intérêts. Soigné en Europe depuis 3 semaines, l'ex-gouverneur du Katanga n'a pas pu comparaître et ses avocats n'ont pas pu le représenter. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolon. Moïse Katumbi, de nouveau aux prises avec la justice congolaise. L'opposant politique a été condamné aujourd'hui par un tribunal de Lubumbashi à 3 ans de prison. C'est un ressortissant grec qui a accusé l'ancien gouverneur du Katanga d'avoir fait usage de faux pour l'acquisition d'un bien immobilier. Monsieur Katumbi est donc condamné à 3 ans de prison et a versé $1 million aux plaignants. Moïse Katumbi est actuellement en Europe où il se fait soigner. Il a quitté la RDC en mai dernier alors qu'il était sous le coup d'un autre procès pour recrutement de mercenaires étrangers. L'avocat de M. Katumbi, maître Mumba Gama, me confiait tout à l'heure au téléphone qu'il s'agissait tout simplement d'un acharnement de la part du gouvernement, un acharnement contre Moïse Katumbi. Du côté du gouvernement, le porte-parole Lambert Mende me disait tout à l'heure que M. Katumbi, du temps où il était gouverneur du Katanga, se livrait à un chantage mafieux sur la population. Et bien maintenant qu'il n'est plus gouverneur, cette population n'a plus peur, estime M. Mende. Quoi qu'il en soit, Moïse Katumbi, qui s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2016, est pour l'instant inéligible. La correspondante de TV5 Monde a eu son accréditation retirée par le gouvernement nigérien. Nathalie Prévost travaillait depuis de nombreuses années au Niger et cette décision vient après la publication d'un article où elle évoquait les difficultés de l'armée nigériane face à Boko Haram. Pascal Afine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, était notre invité tout à l'heure. Il est actuellement en Europe pour rencontrer des chefs de partis politiques, mais aussi la diaspora ivoirienne. Candidat malheureux à la présidentielle en octobre dernier, il a fait les frais d'un FPI divisé. Aujourd'hui, il tente de réunir les différentes factions. L'unité du parti, c'est une question intérieure. Nous y travaillons principalement sur le terrain, à mobiliser les militants, à réinstaller nos structures, à participer à la vie politique nationale. Mais aussi sur le plan international, il s'agit de repositionner le parti parce que la dimension internationale de la politique en Afrique est une dimension importante et il faut y consacrer suffisamment d'énergie et c'est pour cela que nous sommes souvent en Europe. Comment mobiliser et montrer un parti sur la scène internationale quand il n'est déjà pas stable dans votre propre pays en Côte d'Ivoire? Non, mais vous savez, c'est
débat interne, même en France ici, vous savez bien que sur un certain nombre de questions, au sein des partis politiques, il y a des positions, divergences. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de ces débats, personne n'a quitté le Front populaire ivoirien. Aucun cadre n'a adhéré à un autre parti politique. Donc ce sont des questions internes, ce sont des divergences qui sont normales, ça témoigne de la vitalité du parti. Comment est-ce que vous préparez les futures échéances électorales? D'abord les législatives. Première question dans la question, est-ce que vous serez candidat? Personnellement, je serai candidat dans ma circonscription. Le Front populaire ivoirien aura des candidats partout dans le cadre de l'Alliance des forces démocratiques à laquelle il appartient. Et nous sommes Vous êtes ouverts. En discussion avec ceux qui étaient frondeurs pendant la campagne présidentielle? Évidemment, nous sommes tout le temps en contact avec eux et nous avons mis en place un groupe de contact pour faire en sorte que ces camarades rejoignent la direction du parti parce que l'expérience de la fronde est une expérience malheureuse. Personnellement, je considère que c'est une grave erreur stratégique, c'est une grave faute politique parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres se rendent bien compte qu'ils n'auraient jamais dû quitter la direction du parti, il n'aurait jamais dû se mettre dans cette posture qui est une posture sans issue. Et est-ce que justement vous profitez de votre voyage en Europe pour aller à La Haye et rencontrer Laurent Gbagbo? Est-ce que ça fait partie de votre programme? La CPI ne m'a pas encore autorisé à le voir, donc j'attends que cela soit possible. Sinon j'ai exprimé le souhait de le rencontrer, j'attends que cela soit possible. Au Nigeria, les autorités s'étaient attaquées aux raffineries illégales, notamment dans le delta du Niger. Mais dans le pays, l'essence reste toujours chère, ce qui a relancé les activités des raffineurs clandestins. Nos correspondants ont suivi une patrouille d'une organisation paramilitaire habilitée à faire la chasse au raffinage illégal. Rosie Collier et Moïse Gomis. Ce groupe paramilitaire est en alerte permanente. Il assure la protection d'installations pétrolières dans le delta du Niger. Vous me parlez de cette barque remplie de pétrole? Nous avons porté plainte. Oui, j'en ai informé le conseiller juridique. Hélène Amakiri commande cette unité. Elle passe beaucoup de temps à fermer des raffineries illégales, mais les propriétaires, eux, sont plus difficiles à trouver. Les propriétaires sont des gens riches. Et je vais vous dire, si j'avais pu, j'aurais mis cet endroit sous scellé et j'aurais placé mes agents ici. Car les contrebandiers ont fait plusieurs tentatives pour revenir et redémarrer leurs affaires. Dans cette usine désaffectée, du pétrole brut était transformé en carburant. Avant la destruction de ce centre opérationnel, les contrebandiers réalisaient un chiffre d'affaires mensuel en millions d'euros. Les arrestations ont augmenté depuis que le gouvernement fédéral a déclaré une tolérance zéro sur cette activité illégale. Ici, la plupart des détenus sont des raffineurs présumés sans licence. Tous sont des petites mains. Les vrais commanditaires sont pour l'instant hors d'atteinte. Nous, les gens du delta du Niger, nous sommes aussi censés profiter du pétrole. Ce serait profitable à tous, pour le gouvernement et même pour les pays étrangers qui exploitent nos ressources minérales. Les raids de ce type sont quasiment quotidiens. Ce sont à chaque fois des opérations dangereuses à mener, mais à chaque fois qu'une raffinerie est fermée dans un endroit, une autre repousse aussitôt ailleurs. Et on va terminer ce journal de l'Afrique en musique et vous évoquez l'épopée du groupe Sangoy Blues. Ces musiciens et chanteurs maliens ont fui le Nord Mali en 2012 à l'arrivée des extrémistes religieux. Ils viennent de sortir leur premier album Musique en exil. Le succès est au rendez-vous. Ils sont actuellement en tournée et nos reporters Aurore Dupuis et Johan Baudin les ont rencontrés lors de leur concert à La Réunion. Des rêves plein la tête et l'espoir que la paix revienne sur leur terre natale, le Mali. Ces jeunes musiciens viennent du nord du pays, de Tombouctou, Diré, Gao. En 2012, la région tombe entre les mains des islamistes. Sous la charia, toute activité culturelle est interdite. Il y a eu des localités où on a vu des gens, on les a coupé la main, on les a châtiés sans coup de fouet. Vu tous ces genres de choses. Moi, je sais que surtout si je restais au nord, je ne pourrais pas rester sans pourtant jouer ma guitare ou sans pourtant aller jouer au football. Comme des milliers d'autres, Aliou, Garba, Oumar et Nathanaël fuient vers le sud et se réfugient à Bamako. Ils forment alors un groupe de musique activiste, les Sangoy Blues. Tous les jeunes de notre âge à l'époque, ils sortaient, ils manifestaient dans les rues. Quand on voyait même des cortèges de militaires qui venaient passer, on les dit avec les slogans « Allez-y au nord, le nord occupé ». Des cabarets de Bamako aux tournées mondiales,
En 4 ans, les Songhai Blues se font connaître aux États-Unis, à Hong Kong et ici à La Réunion. Pour beaucoup de personnes, l'Afrique c'est la guerre, l'Afrique c'est la famine. Mais on a autre chose à présenter. On a notre culture qui est très riche. Après la guerre, dans mon village. La sécurité au Mali est aujourd'hui assurée par les forces africaines et l'ONU. Mais des poches de résistance persistent dans le nord. Les Songhai Blues, eux, espèrent un jour rentrer chez eux et retrouver leur famille. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue.